De nos jours, beaucoup de cadres, 44% selon une étude de Ségos, ont du mal à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. PEPS, à travers son émission, se propose de t'aider à trouver l'équilibre parfait pour concilier les deux vies. Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine en pleine forme avec du PEPS et je sais que tu as une forte envie de savoir comment concilier ta vie professionnelle et celle privée pour un équilibre harmonieux. Si oui, si c'est le cas, la Pepsienne Francine, comme à son habitude, va t'y aider avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine positive et assurée. Inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission PEPS. L'objectif de PEPS à travers cette émission est de t'apprendre à cadrer ta vie professionnelle, cadrer ta vie personnelle et trouver l'équilibre parfait. Que faire, me diras-tu, pour cadrer sa vie personnelle? Alors je te dirai, en premier point, il faut apprendre à se connaître par rapport à son système de valeurs. Tu as un système de valeurs, tu dois pouvoir le connaître. Certaines personnes sont tellement obnubilées par l'argent qu'elles en oublient pourquoi elles travaillent. Certes, l'argent conditionne notre vie personnelle. On dit toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément, car il permet de répondre à nos besoins vitaux. Mais il est important de noter que l'argent doit rester un moyen et non devenir une finalité. Je répète, l'argent doit rester un moyen et non devenir une finalité. Il est donc important de connaître ton système de valeurs. Te connaître permet de différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Alors, sais-tu pourquoi tu avances dans la vie? Connais-tu ton système de valeurs? La question t'est adressée. En deuxième point, il faut définir tes activités prioritaires. Cela pourrait être, par exemple, de parvenir à manger une fois par semaine en famille, de pouvoir accorder 1 heure à ses enfants par jour. Et tu essaies de définir tes activités prioritaires en fonction de ton système de valeurs. Si tu désires avoir, bien entendu, une vie personnelle riche, intense et pleine de surprises, j'imagine que la réponse est oui. Lorsque tu passes du temps avec tes proches ou tes amis, tu voudrais que cela ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? La joie que te procure de tels moments est intense. Cependant, ces moments ne durent jamais indéfiniment. Pour pouvoir en profiter pleinement, tu dois donc définir tes activités prioritaires. Alors, le troisième point sur lequel on doit attirer ton attention, c'est de préserver ton capital santé. As-tu déjà connu le burn-out? Ce qu'on appelle épuisement total. Je ne te le souhaite pas. Mais le burn-out est un syndrome de plus en plus courant dans toute société moderne. Cadrer sa vie personnelle, c'est aussi penser à soi. Rien n'est plus important que ta santé. Et tu ne peux prétendre à l'épanouissement si la santé se détériore. Si tu passes ta vie à travailler H24, l'argent sera là et tu vas mourir.
Donc, il faut prioriser ta santé. C'est commencer à dormir, à bien dormir. L'idéal pour un sommeil réparateur, comme on nous le dit, c'est 8 heures par nuit, dans un endroit calme, à l'abri de toute pollution visuelle, odorante, électrique et magnétique. Un sommeil complet et profond et réparateur. Maintenant qu'on a parlé de cadrer ta vie personnelle, il faut qu'on pense maintenant à cadrer ta vie professionnelle avant de pouvoir concilier les deux, n'est-ce pas? Alors, tu dois connaître les nouvelles configurations de travail de nos jours. D'abord, il y a l'augmentation de la concurrence dans tous les secteurs d'activité. Ce qui pousse les entreprises à demander toujours plus encore à leurs employés. Je ne t'apprends rien. Ils demandent à ce que tu sois davantage performant et que tu sois disponible H24. Et quand tu refuses, on dira quelqu'un d'autre te remplacera. Donc, tu te tues à travailler, à te tuer à la tâche. Ce qui les pousse à continuer, ce qui te pousse donc à continuer le travail à la maison afin de satisfaire ta hiérarchie. Il te devient difficile donc d'être disponible à 100% dans ta vie personnelle puisque tu apportes le professionnel qui vient siéger dans le personnel. Donc, il n'y a plus de place pour le personnel. Cela peut devenir à terme une source importante de stress. Si madame n'est pas contente, elle va faire la tronche. Si les enfants ne voient pas leur papa, ils ne vont pas t'aimer. Ou vice-versa, si c'est monsieur qui n'est pas content, si tous les femmes cadres, alors pardon, vous devez jouer le rôle qui vous est dévolu. Donc, c'est très important, ok, de délimiter le cadre personnel du cadre professionnel. Le monde de l'entreprise a vu ces dernières années ces chiffres d'absentéisme augmenter significativement parce qu'à force, il y a des maladies, il y a des épuisements, je dirais du surmenage. Parfois, le chemin n'est pas loin. Quand on dit les gens se retrouvent à Djako, chez nous, c'est le centre psychiatrique, c'est non loin à cause de la dépression et autres. Le deuxième point sur lequel il est important de mettre un accent, c'est gérer ton implication. L'implication est considérée aujourd'hui dans le monde de l'entreprise comme un engagement à réaliser une mission, un projet, une tâche. Tu dois être clair dès le départ avec ton employeur. Il ne faut pas avoir peur en se disant si je suis clair au départ, je risque de perdre l'emploi. Vaut mieux être clair au départ que de subir. C'est ce qu'on veut te dire par là. Tu dois apprendre à savoir dire non. Ça s'apprend aussi. Ah non, vous m'avez déjà donné du boulot, je suis surbooké, je ne peux pas encore me taper le boulot de quelqu'un qui est malade ou bien quelqu'un qui est absent. Il faut pouvoir le dire sans avoir peur. Plutôt que de dire oui tout de suite et devoir revenir déçu parce que tu n'arrives pas à pouvoir honorer à ces multitudes d'engagements. Donc, apprenons à dire non. Troisième point, il faut optimiser ta manière de travailler. Nous vivons actuellement dans une société très changeante où la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Les méthodes de travail changent, les équipes changent, les projets changent, tout change et de plus en plus vite. Optimiser sa manière de travailler signifie remettre en cause ces méthodes, les faire évoluer en essayant de nouvelles. Imaginons, surtout dans les administrations publiques, je n'indexe personne. Il y a beaucoup qui n'étaient pas habitués à l'ordinateur et qui sont restés dans leur monde et ne veulent pas changer. Donc, pour eux, l'ordinateur, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'ose pas toucher. Alors que si on veut être au top,
On doit pouvoir changer notre mentalité, notre manière de faire et avancer, optimiser notre manière de travailler et sortir de notre zone de confort. Ne pas se dire, ah, ce que moi je sais faire, les choses là, les choses des blancs là, on ne comprend rien là. Quelqu'un a été jusqu'à dire, excusez-moi du peu, je me rappelle dans un passé récent, ils étaient en train de faire un calcul avec une calculatrice dans l'administration publique. Hein, et on a demandé, il y a une qui est un peu plus évoluée que les autres, a demandé qu'on utilise l'ordinateur et elle descendait les calculs. Mais un douanier, comme on aime le dire dans l'administration publique, a eu le courage de dire que non, 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 ces histoires de blanc là peuvent se tromper, je préfère qu'on utilise la calculatrice. Alors qu'il fait des erreurs, c'est des millions à calculer, on était obligé de tout reprendre à zéro. Ça veut dire que cette personne est réfractaire au changement et veut rester seulement dans sa zone de confort. Si vous êtes dans le cas, il faut changer. Donc, au vu de tout cela, que faire pour maintenant harmoniser sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Important. Comment concilier ces deux vies? C'est ça qu'on veut voir. Il faut hiérarchiser tes tâches. Et comme à PEPS, on aime te faciliter la tâche, on t'a encore trouvé une autre méthode. La méthode NERAC. N-E-R-A-C. Tu peux ainsi commencer chaque journée par faire un état des lieux de toutes les activités attachées à tes valeurs et à tes obligations que tu souhaites ou que tu dois accomplir. D'où l'importance du to-do list. Comme le dit son nom, to-do list, ce que tu dois faire en une journée, tu dois l'écrire. Il faut apprendre. La méthode NERAC permet une organisation quotidienne efficace des activités. Tu peux t'organiser de manière efficace et de manière quotidienne en utilisant la méthode NERAC. N pour noter les activités à accomplir. Si tu ne veux pas utiliser les Google Sheets et autres, tu prends ton agenda et tu notes ce que tu veux faire en une journée. Tu estimes, le E, tu estimes les durées. Cette tâche-là, je peux l'accomplir en 20 minutes. Non, je juge 30. Non, 1 heure. Tu dois pouvoir estimer les durées des activités que tu as prévues. R, il faut réserver une marge de temps pour les imprévus. Si tu sais en tout état de cause que la durée normale, c'est 30 minutes pour faire ce travail, mon frère, ma soeur, cher Pepsien, chère Pepsienne, il faut ajouter au moins 20. Donc, ça te fait 50 minutes. Ça veut dire que tu as intégré les imprévus. Et parce qu'on a bien dit, son nom l'indique, imprévu. Ça ne prévient pas avant d'arriver. Une tante qui vient du village, tu dois trouver le moyen de la liquider, excusez-moi du peu, de lui dire, bon, ici je suis au boulot et donc on va se voir à la maison. Mais ça te prend combien de minutes? 5 à 10 minutes au moins, histoire de lui donner de l'argent pour prendre le taxi, etc. Donc, il faut prévoir au moins une marge de 15 à 20 minutes à chaque tâche. Il faut arbitrer, le A de NERAC, il faut arbitrer par priorité. Oui, il faut arbitrer par priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire avant l'autre dans les activités que tu as listées pêle-mêle là? Qu'est-ce qui doit être fait avant l'autre? Donc, il faut arbitrer. Ce n'est que toi seul qui puisses arbitrer. Le C, il faut contrôler maintenant ce qui a été fait ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, là, tu dois savoir, j'ai prévu 6 activités. Et tu regardes, j'ai pu faire 100%, 3. J'ai pu faire partiellement, 2. Je n'ai pas pu faire 1 du tout. OK? Donc, il faut contrôler ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Il ne faut pas oublier à ce niveau de se féliciter en cette fin de journée. Qui d'entre vous se félicite? On ne se félicite pas. Il faut pouvoir se... Ah, waouh, bravo Francine, ou bien bravo Lourdes, ou bien bravo Xavier. Tu te dis bravo,
que tu as réussi à accomplir tout ce que tu as prévu ou à 90%. Ça te galvanise, ça te motive. Il y a aussi d'autres outils. Il y a le diagramme d'Eisenhower. C'est un outil qui te permet de hiérarchiser tes activités, tes tâches en fonction de leur urgence, de leur importance. Ainsi, une tâche importante se définit comme une tâche à caractère élevé. Donc, il y a d'autres tâches qui ne sont pas importantes, peu urgentes, etc. Il faut déléguer. Ça, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, il faut faire face au blocage. Ça, c'est un des points pour harmoniser la vie personnelle et la vie privée. Pour les concilier, il faut faire face au blocage. Quels sont ces blocages? Nous avons déjà vu la procrastination. Ça revient ici. On dit arrêtez de procrastiner. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous le savez, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. OK? Un autre point très important pour concilier sa vie professionnelle de sa vie et sa vie personnelle. Il faut gérer son temps. Et là, il y a des astuces que vous allez apprendre. C'est fou, hein? Il y a des lois qui existent et on n'y prête pas attention. Imagine, tu as répertorié toutes tes activités, tes tâches de la semaine. Tu as dressé ton planning hebdomadaire en répartissant minutieusement tes activités et tes tâches. Es-tu sûr d'avoir anticipé tous les pièges liés à la planification? Savoir gérer son temps est indispensable pour équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Je vais te donner dans cette partie les 6 règles à connaître en gestion du temps. Ah ouais, tu vas te dire, est-ce qu'il y a des règles à connaître en gestion du temps? J'entends d'autres dire, oh, moi j'ai déjà suivi une formation sur la gestion du temps, donc j'ai besoin de rien savoir. C'est faux. Il y a 6 règles à connaître en gestion du temps. La première, la loi de Murphy. Qu'est-ce que cette loi de Murphy dit? Toute tâche prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. C'est une loi que vous connaissez. Mais ça, a un nom. Ça s'appelle la loi de Murphy. Deuxième règle, la loi de Pareto. On l'entend, hein? Tout le monde entend cela. Hein? 80, qui veut dire quoi? 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. On le sait également. Peut-être on n'y colle pas la règle, mais c'est la loi de Pareto qui dit 80% des résultats produits par 20%, qui sont produits par 20% du travail effectué. La troisième règle à connaître en gestion du temps, c'est la loi de Laborite. Tu vas me dire, c'est quelle loi encore? C'est celle qui dit prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Ça suppose quoi? La loi de Laborite met l'accent sur le fait que dans la matinée, dans la journée, on est plus disposé à beaucoup travailler, on a plus d'énergie. Mais vers la fin de la journée, l'énergie aussi décroît. Donc, il faut prioriser plutôt vos tâches difficiles en début de journée pour optimiser votre énergie. Ça, c'est la troisième loi. Hein? Maintenant, la loi de Parkinson. Ça, c'est encore quoi? Ben, la loi de Parkinson dit, plus on a le temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Je répète, plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Oui, parce que bon, si tu n'as pas programmé beaucoup d'activités, tu as programmé une seule activité et tu t'y mets, oh, tu peux te lever, aller boire de l'eau, te promener, revenir. Tu peux te lever, aller manger, promener parce que tu te dis, j'ai du temps. C'est pour ça la loi dit, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. La loi de Carlson te dit quoi? Une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. On est d'accord, non?
tout un chacun de nous, on remarque quand on se concentre, on dit, moi, je veux travailler. Et on s'y met, on avance. Mais quand on fait un peu, et on regarde un peu la télé, on revient, on fait un peu, on va préparer à la cuisine, on revient, on fait, ça prend plus de temps que quand tu t'y mets en continu parce que c'est comme si tu t'es fixé un objectif de vie et tu dois réaliser coûte que coûte aujourd'hui. Donc, cette loi te confirme qu'une tâche effectuée, la loi de Carlson, une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée plusieurs fois. La loi d'Illich dit quoi? Cette loi dit, passe un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Donc, passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Donc, quand on est sur une tâche, à un certain moment, il faut pouvoir décrocher si tu n'arrives pas à finir. Mais si tu tiens, non, je dois faire, franchement, tu n'es plus bon à rien. OK? Donc, tu dois prendre en compte, chers Pepsiens, chères Pepsiennes, ces différentes lois en établissant ton planning et en réalisant des activités et tes tâches quotidiennes. Tu dois t'imposer des limites à ne pas franchir. Tu éviteras ainsi les événements indésirables. Alors, un autre point pour concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle, il faut gérer ton espace numérique. Tu sais de quoi je veux parler? Quand je parle de gérer son espace numérique, tu connais le smartphone, le téléphone intelligent, plus globalement, Internet. Internet a véritablement transformé nos façons de travailler et de vivre. Vous êtes d'accord avec moi, non? Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIC, ont même changé notre relation au travail et nos relations entre nous humains. À l'heure de la transition digitale et du tout numérique, il paraît difficile de séparer vie personnelle et vie professionnelle sur ces espaces dématérialisés. Il suffit d'aller dans les couples et de les regarder. Papa est dans son téléphone, maman est dans son téléphone, les enfants sont dans leur téléphone. Où se trouve l'humain? Où se trouve la vie? Donc cela est d'autant plus vrai pour les personnes qui travaillent encore à domicile. Et pourtant, il est impératif de savoir séparer ces espaces et même de savoir se déconnecter de temps en temps. Séparer les espaces personnels et professionnels est essentiel. On se dit, tout le monde met son téléphone de côté et on mange en famille. On peut se décréter ça. Donc, tout ça là fait partie de la gestion de l'espace numérique. Donc, on doit pouvoir se déconnecter de temps en temps. OK, c'est très fondamental. Il est bon, et je n'ai pas honte de le dire, de couper son smartphone. Je ne veux pas dire de le mettre en mode silencieux, hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut couper. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Je veux dire l'éteindre complètement. D'autres vont dire, oh, non, non, il y a le professionnel. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qui se cache derrière le professionnel? Déjà, éteignons-le. Lorsque nous dormons, il y a des gens, ils mettent leur téléphone à côté d'eux. Il faut pouvoir l'éteindre quand on dort. Au moins, le sommeil sera réparateur. L'excuse, je le laisse allumer car il me sert de réveil. C'est pas pour moi, c'est pas recevable. Va acheter un réveil si tu veux. Mais éteins ton téléphone pour mieux dormir. Alors, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est une question d'allocation de temps. Et une bonne santé nous permet de répondre à nos activités en préservant un maximum de temps. Ajouter au sommeil une alimentation saine, la pratique d'un sport, la musique, la pratique de la méditation pour ceux qui savent méditer, hein. Bref, toute activité qui nous permet de prendre soin de notre corps
et que nous pouvons pratiquer avec plaisir et enthousiasme. Ce n'est pas qu'on t'a forcé, on dit « Ah, tu as pris des kilos, il faut aller faire du sport et tu le fais. » Non, c'est tout ce que tu peux faire avec plaisir. Chère Pepsienne, chers Pepsiens, prends le temps nécessaire lors d'un choix important. OK? Prends des initiatives dans ton métier. Déconnecte-toi, coupe les smartphones lorsque tu te dédies à tes activités personnelles. Planifie tes activités et prévois toujours une marge de sécurité à chacune d'entre elles. Optimise tes relations avec tes collègues. Sois pragmatique. Cultive la sobriété et la brièveté. Libère-toi du temps quotidiennement pour t'évader et t'enrichir personnellement. Une lecture dans un lieu public, par exemple. Si tu travailles à la maison, réserve-toi un espace dédié au travail. Et on sait que ça, c'est ton bureau. Il faut être prêt à accepter la perte de revenus pour le gain de bien-être. Il ne faut pas dire, je vais faire des heures supplémentaires parce que j'ai besoin d'argent. Et ta santé, il faut pouvoir en tenir compte. Favorise l'être à l'avoir. Je répète, favorise l'être à l'avoir. On court toujours derrière l'avoir. Il faut favoriser l'être. OK? Vérifie la réalité du métier ou la mission avant de t'engager et de t'impliquer pour ne pas te retrouver avec un burn-out. Connecte-toi à tout moment aux vidéos de PEPS, car on y apprend beaucoup de choses, je t'assure. Connecte-toi à nos vidéos pour y puiser l'énergie, le PEPS, indispensable pour avancer dans la vie, t'en servir comme tremplin et source de motivation. Pense à liker, à t'abonner, à commenter. On espère tes commentaires. Les bonnes choses ayant toujours une fin, à lundi prochain pour une autre émission explosive. D'ici là, apprends à concilier ta vie professionnelle et celle personnelle. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie carrément du PEPS. Merci à toi. Bisous.